Alors, je voulais saluer Monsieur le préfet, Monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé, Ulrich, chers confrères et mesdames, messieurs, que je ne vois pas, mais qui doivent être dans la salle. Je vous remercie de votre invitation et donc il me revient de vous parler de la Société française de médecine de catastrophe que je préside depuis un an et de son implication dans votre projet de renfort sanitaire territorial. Donc, je remercie le docteur Blondel de sa confiance et de l'intérêt dont il témoigne pour collaborer avec notre société savante, qui a été créée en 1983 et donc qui fête ses 40 ans cette année. La Société française de médecine de catastrophe est donc une société savante. Elle est pilotée par 15 administrateurs qui sont élus et qui représentent les trois composantes, santé, intérieur et défense, ainsi que trois représentants de comités que l'on a récemment créés, un comité jeune, un comité pédagogique et un comité scientifique. Elle s'est également adjoint le concours de chargé de mission et j'ai le plaisir de pouvoir travailler sur ce projet avec le professeur Paul Petit, qui devait nous rejoindre mais qui manifestement ne peut pas se connecter, et qui a été président de SAMU Urgence de France alors que j'étais vice-présidente. En plus, il est voisin de la région. Au cours de ces 4 décennies, la SFMC s'est donnée pour mission de développer des concepts de secours et de médecine de catastrophe qui sont reconnus et qui sont enseignés en France et à l'étranger. Alors, qu'évoque le mot catastrophe? En fait, il évoque la tragédie grecque. Il suscite l'émotion, la crainte, la douleur, du fait de la brutalité, des bouleversements hors cadre engendrés et de leurs conséquences néfastes, en particulier pour la santé des populations, victimes d'agressions physiques et psychiques, directes ou induites par les désorganisations structurelles. Si ces situations dites de catastrophe se développent le plus souvent selon une cinétique rapide, elles peuvent aussi résulter d'un phénomène plus lent, mais qui n'est pas simple à combattre, comme ce fut le cas avec la pandémie à coronavirus. Les crises ainsi créées ne peuvent pas être résolutives sans moyens supplémentaires en renfort logistique et humain. Et elles imposent une capacité d'organisation, d'adaptation technologique et de management très spécifique. Alors, si les secours et les soins d'urgence ont été organisés très tôt, en 1952 pour les plans Orsec, la prise en charge médico-psychologique n'est effective que depuis la création des cellules d'urgence médico-psychologique par Xavier Emmanuelli, alors qu'il était secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence entre 1995 et 1997. Et c'est un autre secrétaire d'État au risque majeur, Haroun Tazieff, qui a permis de transformer les premiers diplômes universitaires initiés par nos maîtres en capacité nationale de médecine de catastrophe en 1986. La médecine de catastrophe s'est développée en lien avec la médecine d'urgence en France. Et je me dois de citer donc nos maîtres et pionniers, les professeurs Larcan, Laringue, Cara, et les trois présidents de la Société française de médecine de catastrophe auxquels j'ai l'honneur de succéder. Le professeur Huguenard, mon maître, qui était byzantin et qui était venu à Besançon pour ma soutenance de thèse de médecine, car en effet, j'ai fait mes études à Besançon. Le médecin général René Noto, qui est le père du plan rouge, et le médecin général Henri Julien, membre de l'Académie de médecine, mon prédécesseur à la présidence. La France a très tôt envoyé des équipes des SAMU à l'étranger lors de catastrophes naturelles, que ce soit des séismes, inondations, tsunamis, au Nicaragua, au Sri Lanka, au Nigeria, au Pakistan ou encore en Haïti, et ce en collaboration avec les équipes de la sécurité civile ou du service de santé des armées. Et c'est le retour d'expérience du tremblement de terre d'El Aslam en 1981 qui a déclenché la première réflexion. En effet, nos équipes ont été envoyées vêtues des tenues de bloc opératoire assistance publique, avec les valises de matériel utilisées en SMUR, sans logistique de vie, sans connaître les autres partenaires de terrain, sans avoir des notions de tri de victimes en nombre. Donc une formation spécifique s'est avérée nécessaire. Et elle se poursuit actuellement dans le cadre d'un diplôme universitaire que nous avons créé à Créteil, qui est intitulé Diplôme d'expertise dans la gestion des interventions d'urgence sanitaire. Il a pour objectif de préparer des équipes pluriprofessionnelles
à être projetés sur le terrain d'une catastrophe, que ce soit en France ou à l'étranger. Les participants peuvent ainsi acquérir des capacités opérationnelles sur des problématiques peu connues pendant leur cursus, telles que la potabilisation de l'eau, la logistique de vie, l'identification et la gestion des situations de stress, ou encore des connaissances sur les organisations non gouvernementales, les institutions humanitaires déployées sur les terrains de crise. Le cursus se termine par un exercice de simulation sur un terrain militaire, sous tente, avec les rations de l'armée, afin de tester le travail en équipe et l'émergence de leadership. La plupart des membres de la cellule de crise du Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales, le CORUS, à la Direction générale de la santé, ont d'ailleurs suivi cette formation. Si les catastrophes naturelles, climatiques, technologiques sont les plus meurtrières, ce dont la France semble être assez préservée jusque-là, ce sont les attentats qui ont marqué les esprits. Nous avons tous un souvenir prégnant d'une série d'explosions dès les années 90, rue de Rennes devant les magasins, dans le métro à Port-Royal, jusqu'à l'attentat avec un camion bélier à Nice. Les tueries de masse et prises d'otages fortement médiatisées de l'hypercachère, de Charlie Hebdo ou du Bataclan sont très présentes dans nos esprits et expliquent qu'un bruit suspect, comme ce fut le cas récemment à la Défense, puisse déclencher une panique amplifiée par les réseaux sociaux, alors qu'il s'agissait du bruit créé par une défenestration sur la dalle à l'extérieur du centre commercial. La médecine de catastrophe exige donc de développer des compétences spécifiques pour délivrer le meilleur soin au plus grand nombre de patients dans des circonstances le plus souvent hostiles pour lesquelles les moyens quotidiens ne sont pas suffisants. Parmi ces compétences spécifiques que doivent acquérir les médecins urgentistes et qui sont enseignées dans les capacités de médecine de catastrophe organisées dans une dizaine de facultés en France, on peut citer la capacité de catégoriser, de trier des victimes en nombre, de connaître les traitements de pathologies particulières telles que les crush syndromes, qui sont dus à des lésions d'ensevelissement, d'écrasement rencontrées dans les séismes et les mouvements de foule et qui mettent en jeu immédiatement le pronostic vital. On se souvient de la catastrophe de la gare de Lyon avec les encastrements de wagons qui ont nécessité de faire des amputations sur place pour extraire des victimes. On peut aussi citer les particularités de prise en charge des victimes identifiées BBB, parce qu'elles sont blessées, brûlées et blastées à la suite d'explosions, notamment celles que la France a connues dans les années 90, ou encore des victimes qui présentent des lésions balistiques graves dues à des fusillades. La spécificité de la France est de mettre un médecin à tous les échelons d'une chaîne de secours et de soins, qui se déploie au plus près de l'événement et jusqu'à l'intérieur de l'hôpital. Les médecins sont projetés sur place dès les premiers instants, à l'image de la médecine de l'avant militaire, qui a servi de modèle pour la création des concepts de médecine d'urgence et de catastrophe. La collaboration avec le service de santé des armées n'a jamais cessé. Le premier diplôme universitaire de médecine de catastrophe a été créé à la faculté de Créteil en partenariat avec le service de santé des armées. Et nous avons d'ailleurs fait appel au service de santé des armées pour initier les formations au damage control dans les suites du Bataclan en 2015. Et cette date du Bataclan est d'ailleurs la date de création de la spécialité de médecine d'urgence en France. La particularité de la France s'exprime par le fait d'avoir, à l'initiative des anesthésistes réanimateurs, développé dans tous les territoires la réanimation préhospitalière par les équipes des unités mobiles hospitalières des SMUR et la régulation médicale. Actuellement, il s'agit d'une régulation partagée. Et le SAMU aujourd'hui s'est associé à la médecine libérale pour créer le système d'accès aux soins, le SAS, qui est destiné à assurer une prise en charge optimale des urgences au quotidien. Les équipes médicales des SMUR collaborent au quotidien avec les sapeurs-pompiers, les services de police, gendarmerie, leurs tutelles, pour assurer les soins d'urgence. Instruits par l'expérience, nous avons l'habitude de reprendre à notre compte l'expression qui affirme que ce que nous ne faisons pas au quotidien, nous ne saurons pas le faire en situation exceptionnelle. Et c'est ainsi que depuis longtemps, les mêmes acteurs des secours et des soins se forment et s'entraînent à des actions coordonnées dans le cadre du dispositif Orsec en cas de catastrophe ou de situation sanitaire exceptionnelle, y compris avec les forces de sécurité intérieure depuis les événements terroristes.
L'organisation sur le terrain doit être hiérarchisée et chaque acteur doit connaître son rôle et à qui se référer. L'intervention des moyens de renfort constitués par des volontaires doit également être graduée, car on le sait, trop de volontaires peut au contraire entraver le bon déroulement des opérations. La médecine de catastrophe se soucie également des aspects logistiques qui constituent une exigence majeure. Avait-on imaginé en 2022 qu'il faudra envoyer de l'oxygène en renfort outre-mer au moment de la pandémie Covid? Au fil des années, nos concepts ont évolué et l'enjeu actuel, en particulier, est d'être plus agile, de savoir anticiper en cas de suraccident ou d'attentat multisite auquel nous avons déjà été confrontés. Je cite Patrick Lagadec, il faut se préparer à être surpris. Et l'hôpital qui avait du temps pour s'organiser grâce à la mise en œuvre de la chaîne de secours et de soins préhospitalières qui vise à stabiliser les patients au poste médical avancé, doit maintenant être prêt à tout, car les conditions sécuritaires sur le terrain peuvent ne pas être garanties. De plus, s'agissant de lésions chirurgicales vitales, celle-ci doit être traitée sans délai au bloc opératoire. La France a élaboré de multiples plans, sans doute trop. N'oublions pas qu'un plan sert à apporter une réponse à la situation, mais aussi à faire en sorte que les soins quotidiens urgents ne soient pas affectés. Depuis 2014, les plans Orsan, dans lesquels s'inscrira le concept de RST libéral, apportent un vrai plus pour la santé, car ils définissent le parcours de soins des patients selon 5 types de risques et surtout, ils sont contextualisés à chaque territoire. Ils permettent notamment d'anticiper le flux de patients en faisant par exemple que le SAMU n'ait plus besoin de téléphoner à chaque établissement au moment de l'événement pour connaître ses capacités d'accueil. Le plan permet de connaître par avance les capacités d'accueil et les seuils limites, même si des adaptations de dernier moment sont nécessaires. De même, les concepts actuels s'appuient sur le développement de la culture de la médecine de catastrophe dans les établissements, avec par exemple le rôle du directeur médical de crise, qui est en miroir de celui du directeur des secours médicaux sur le terrain extra-hospitalier. Ou encore, le simple constat qu'en cas d'exposition à un risque radionucléaire ou chimique, 80% des victimes contaminées sont susceptibles de se précipiter de façon spontanée dans l'établissement ou le cabinet médical, sans attendre les secours sur place. Ce qui nécessite que chaque établissement organise devant sa porte le même zonage que celui qui sera déployé sur le terrain. Et c'est dans cette optique que s'inscrit parfaitement le concept de renfort sanitaire territorial constitué par les médecins et leurs collaborateurs qui ont un mode d'exercice libéral et qui souhaitent recevoir une formation spécifique adaptée à leur environnement pour leur permettre d'apporter une aide efficace à leurs confrères urgentistes hospitaliers dans la chaîne des soins. Quels sont les enjeux actuels? Tout d'abord, l'échéance des Jeux olympiques et paralympiques et la Coupe du monde de rugby. La Société française de médecine de catastrophe prépare ces échéances en traitant en profondeur, lors de ses sessions annuelles, les risques radionucléaires, les risques chimiques et prochainement, le 6 avril, les risques liés au mouvement de foule. Et nous n'oublions pas la problématique des communications qui conditionnent tous les aspects opérationnels, tout comme les risques de cyberattaques qui se multiplient. Dans ce contexte, qu'est-ce que la SFMC attend du projet de l'URPS et peut apporter? La SFMC est convaincue du bien fondé de la démarche entreprise pour mener à bien cette expérimentation qui, sans aucun doute, aura une extension nationale. En tout cas, c'est souhaitable. Et d'ailleurs, le docteur Jean-Marc Philippe, conseiller de la Direction générale de la santé, prépare un plan Orsan-Ville. Bien évidemment, votre projet prend également tout son sens au moment où les SAMU développent avec la médecine générale libérale les services d'accès aux soins qui renforcent le lien ville-hôpital. La SFMC, en tant que société savante, apporte sa caution scientifique au concept développé par l'URPS et au projet de validation expérimentale qu'elle a proposé. Elle apportera également son concours scientifique et pédagogique à la formation des acteurs locaux, en proposant et ou en validant les programmes de formation et en facilitant la coopération avec les CESU et les universités.